Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Voici les titres qui concentrent l'actualité de ce vendredi 17 janvier. L'opposition républicaine en réunion ce vendredi au QG de l'UFDG en toile de fond se penchait sur la crise sociopolitique marquée par des manifestations à l'appel du FNDC pour s'opposer à un changement constitutionnel. L'opposition maintient sa position de boycotter les élections législatives et estime que le fichier est truqué et ne reflète pas le corps électoral. Précision à suivre dans un instant. Et puis, vous allez donc découvrir avec nous dans ce journal la structure Sabot Étoile qui s'illustre dans la peinture et la représentation des images à l'aide de lames et des peaux d'animaux. À suivre le reportage grand format avec Alcénie Bari. En fin de journal, où nous allons vous proposer la revue de presse qui revient sur l'actualité vue par certains médias de la place. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue encore. L'opposition républicaine était en plénière ce vendredi au QG de l'UFDG en toile de fond tablé sur les dernières manifestations organisées à l'appel du FNDC pour s'opposer à un changement constitutionnel et un éventuel troisième mandat pour le président Alpha Condé. L'opposition a dénoncé la violation des textes de loi par le pouvoir et la fuite en avant de la CENI concernant la gestion du processus électoral. Par ailleurs, l'opposition annonce maintenir sa position de boycotter les élections législatives et estime que le fichier est truqué et ne reflète pas le corps électoral. Malik Sandiana Kamara, Alcénie Kamara. Autour de la table, les leaders de l'opposition dite républicaine ont eu à débattre trois sujets majeurs. Tout d'abord, tirer les leçons des dernières manifestations qui ont paralysé les activités économiques à Conakry et dans certaines villes de l'intérieur du pays. La résistance active a été une réussite pour ces politiques, même s'ils déplorent des cas de mort. L'opposition politique se réjouit du succès de nos manifestations à Conakry et à l'intérieur du pays et félicite les partisans du FNDC et tous les patriotes qui ont apporté leur contribution au succès de ces manifestations. Ensuite, l'ouverture de la campagne électorale pour les législatives du 16 février était à l'ordre du jour. Sur la question, l'opposition dite républicaine maintient sa position de ne pas participer au processus qu'elle juge d'avance biaisé. Nous avons noté que M. Alpha Condé, qui est champion du désordre, continue naturellement d'aggraver le désordre qu'il a instauré dans le pays. Parce que pratiquement, il n'est pas possible de tenir ces élections dans les délais annoncés par la CENI. Mais en plus, vous vous retrouvez dans une situation où la campagne est ouverte, les listes ne sont même pas encore complètement affichées. Vous savez les raisons pour lesquelles l'opposition politique a décidé de ne pas prendre part à cette mascarade. On l'avait dit ici la semaine dernière. D'abord, il y a le fichier. Ce fichier est très loin de refléter l'état réel du corps électoral. Conformément au programme établi par le FNDC dans le cadre de la désobéissance civile, le chef de file de l'opposition appelle le peuple de Guinée à une mobilisation massive pour empêcher le président Alpha Condé de se maintenir au pouvoir. On se mobilise tous le mardi 21 et le mercredi 22 pour exprimer notre opposition à ce projet de troisième mandat et à cette mascarade électorale. Après cette plénière, le chef de file de l'opposition guinéenne et sa suite se sont rendus à l'hôpital sino-guinéen où attendait la dépouille de Mamadou Sow pour inhumation. Le jeune a été tué par balle à Koza dans la journée du 13 janvier, premier jour de la résistance active du FNDC. Justement, après cette plénière, les membres de l'opposition et certains responsables du FNDC ont assisté à l'inhumation de Mamadou Sow, tué par balle en marge de la manifestation du lundi 13 janvier. La victime a regagné sa dernière demeure au cimetière de Bambeto.
Reportage Rosaline Goto Mounemo, Malik Sandiana Kamara, Alseni Kamara. Ils sont venus nombreux, les membres du FNDC, parents et amis, pour accompagner Mamadou Sow à sa dernière demeure. La levée du corps a été suivie d'une marche funèbre. Les responsables du FNDC déplorent cet autre cas de mort. C'est effectivement avec le cœur meurtri, ou les cœurs meurtris, que nous sommes là aujourd'hui pour accompagner à sa dernière demeure un des fils les plus valeureux de notre pays. Victime d'assassinat de la part des forces qui ont perdu tout le sens de la dignité, de la démocratie, de l'état de droit et qui sont au service d'une clique pour noyer notre jeune démocratie. Le FNDC promet aux Guinéens que ces multiples tueries ne resteront pas impunies. Pour cela, il n'envisage pas abandonner le combat. Celui qui part aujourd'hui n'est pas un militant ou qu'un militant du FNDC. C'est un des plus valeureux fils de ce pays, c'est un martyr. Et nous voudrions dire ici au peuple de Guinée que ces assassinats ne resteront pas impunis et que notre combat doit continuer pour la dignité, pour que ceux qui sont en train de vouloir nous imposer par la force, par la violence, par le mensonge et par l'indignité, un système que nous ne voulons pas, comprennent que le peuple est debout et que c'est tout le peuple qui refuse cela. Nous allons continuer le combat pour ne pas trahir la mémoire de ces personnes. L'enterrement de Mamadou Sow a eu lieu après la prière à la mosquée de Bambeto. Une nouvelle fois, des échauffourées ont éclaté entre des jeunes en colère et les agents des forces de l'ordre juste après l'inhumation. Il faut préciser qu'une femme du nom de Djouheratou Diallo a été blessée par balle en marge de l'enterrement du jeune Mamadou Sow, rapporte le site Guinée Matin. Selon des témoins, la jeune femme aurait été touchée par balle venant d'un pick-up des forces de l'ordre qui roulait à vive allure. Ces informations restent bien évidemment à vérifier. Dans l'actualité encore, le ministre des Hydrocarbures était face à la presse ce vendredi pour faire l'état des lieux de son secteur et présenter son bilan de 2019 à nos jours. Diakaria Koulibaly rappelle que c'est en 1977 que la Guinée a procédé au forage de son premier puits pétrolier qui a permis de mettre en évidence l'existence de roches sédimentaires dans le plateau continental guinéen. Depuis 2010, le gouvernement s'est beaucoup investi dans la stabilisation et la sécurisation de l'approvisionnement en produits pétroliers, affirme-t-il. Explication Idrissa Bari, Lamine Silla. Bien avant l'indépendance de la Guinée, le pays était approvisionné en produits pétroliers par des firmes internationales. En 1961, le jeune État d'alors décide de la création de l'Office national des hydrocarbures pour assurer les activités d'importation, de stockage et de distribution du carburant. Au fil des ans et durant la Seconde République, avec le libéralisme, le secteur est privatisé avec la création de la Société guinéenne des pétroles et le lancement en 2005 de la construction du dépôt de Coronti pour conforter les capacités de stockage du pays. L'instabilité de l'approvisionnement du pays en carburant, avec ses désagréments pour les consommateurs qui achetaient par endroits pour cause de pénurie ou de rupture récurrente le litre du carburant au double, voire au triple du prix officiel à la pompe. Le besoin d'optimisation de la structure des prix de produits pétroliers, la faible capacité de stockage de produits pétroliers. Dans le domaine de la recherche et de la promotion pétrolière, la Guinée a signé en 2006 un contrat décennal avec Hyperdynamics. Depuis, 3 puits ont été forés, mais l'analyse des données a établi des traces de pétrole dans le bassin géologique sans aboutir à une véritable découverte pétrolière pour cause de défaillance des réservoirs forés, précise le chef de département des hydrocarbures qui reste néanmoins serein. Il est important de mentionner que chaque puits foré constitue un pas de géant dans la recherche pétrolière à travers les données du puits qui contribuent à une meilleure connaissance du bassin géologique du pays. Aussi, les échecs des 3 puits ne doivent pas désespérer les Guinéens, d'autant plus qu'un pays comme le Sénégal n'a jubilé sa première découverte pétrolière qu'après plus d'une centaine de puits pétroliers forés. Zakaria Koulibaly rassure que dans le domaine du gaz butane, l'État a pris une mesure fiscale d'exonération des droits et taxes sur l'importation
au cordon douanier. Une défiscalisation qui a permis de baisser en moyenne les prix du gaz. Dans ces perspectives, le ministre a mis l'accent sur la délocalisation du dépôt de la SGP situé en agglomération de Kaloum vers Moribaya dans la sous-préfecture de Mafereya pour un coût de réalisation estimé à plus de 130 millions d'euros. À l'occasion d'une conférence qu'il a animée ce vendredi, le collectif des déguerpis de Kapororaï, Kipé2 et Dimes apporte un démenti aux allégations d'Ibrahima Kourouma, ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire, sur la démolition de ces zones d'habitation. Celui-ci aurait affirmé que la Cour de la CEDEAO a débouté les plaignants tout en indiquant qu'ils étaient invités par les autorités mais qu'ils n'ont pas honoré. Choqué, le collectif promet de retourner la déclaration contre le ministre. Compte rendu, Mamoudou Boulere Diallo, Yakoba Traoré. Le collectif des déguerpis de Kapororaï, Kipé2 et Dimes 2019 constate de contre-vérités dans les propos du ministre de la Ville et de l'Aménagement le 13 janvier dernier. Ibrahima Kourouma aurait affirmé qu'une invite aurait été faite à l'endroit des occupants par les autorités qu'ils auraient ignoré. Le collectif a égrené une longue liste de déclarations qu'il qualifie de mensongères. Voici celle qui choque le plus. C'est lorsqu'il dit que nous avons été déboutés par la Cour de justice de la CEDEAO, on vous a montré la note que la Cour a eu à faire à travers le greffe le 6 décembre 2019. L'audience prochaine est fixée au 24 mars 2020 à 10h à Abuja. Les déguerpis de Kapororaï, Kipé2 et Dimes 2019 sont d'ores et déjà convaincus de leur victoire à l'issue du procès programmé. Si cela est fait, l'État guinéen sera contraint de dédommager ses victimes, rassure la commission juridique du collectif. Force restera à la loi et s'ils respectent, ils seront déjà contraints à respecter. Au cas échéant, la Guinée serait exclue dans les traités qu'ils ont signés auprès de la CEDEAO. Et la Guinée ne sera pas écoutée auprès de la CEDEAO puisqu'étant une organisation sous-régionale. À chaque fois que le gouvernement en a l'opportunité, il charge les déguerpis, constate-t-il. Il demande justice, mais il ne permettra pas que les faits soient noyés par les autorités. Nous lutterons jusqu'à la dernière heure, jusqu'à la dernière minute. Si nous ne pouvons pas, nos enfants vont continuer. Nous allons récupérer ce qu'ils nous ont enlevé. Le collectif s'est dit rassuré que la déclaration du ministre sera utilisée contre lui. Rendez-vous est pris pour le 4 mars 2020, jour du procès, pour savoir le vainqueur dans ce dossier. En 2016, il se présente à Cap. Une association d'élèves et d'étudiants était ce matin dans les locaux du ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation. Objectif, prendre des nouvelles quant à la crise entre le gouvernement et le SLEG. Ces étudiants préoccupés par leur avenir ont été reçus par la secrétaire générale du département avec qui ils ont échangé sur les démarches que mène le département pour le retour des élèves en classe. On voit tout cela dans ce reportage signé Mohamed Valek Touré et Mohamed Aloussen Kamara. C'est une organisation d'élèves et étudiants diplômés qui a été reçue par Madame la secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation pour échanger sur les crises qui minent le secteur éducatif guinéen. Conscients du danger que traverse le département, ces étudiants entendent rapprocher les deux camps pour le retour effectif des élèves en classe. Nous sommes autour d'une concertation d'organisation d'élèves et d'étudiants dont je suis le porte-parole par rapport à cette crise spécifiquement. Il y a l'AED, il y a CUP Guinée, il y a CUPEG, il y a FEG et il y a ASEG. Donc 5 organisations, les plus grandes, qui se sont concertées pour initier une médiation. Une médiation qui va à l'endroit des différentes parties opposées dans cette crise. Cette association des élèves et étudiants diplômés pour le développement, de par leur démarche, demande au syndicat libre des enseignants-chercheurs de Guinée de privilégier le dialogue pour éviter de créer des troubles qui affecteraient l'école guinéenne. Ils m'ont apporté assez de messages que j'ai bien notés et je comprends quelque part que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils ont eu à le dire, mais comme je le leur ai dit, aucune mère ne pourrait tolérer qu'un de ses enfants soit
victimes dans la rue. Or, la rue n'est pas maîtrisée par eux. C'est suite à une déclaration lue par un groupe d'élèves invitant les élèves à investir les rues si rien n'est fait. Une sortie qui semble préoccuper la deuxième personnalité du département qui a souhaité appeler ces jeunes pour trouver ensemble une issue. Il ne faudrait pas que le ministère attende quand il y a crise pour nous approcher. Il faille depuis toutes les activités les plus basiques du ministère que l'élève qui est un acteur principal ou l'un des acteurs privilégiés du système éducatif puisse être associé. Il s'engage à promouvoir le développement et la sensibilisation au niveau des enfants à la nécessité d'apprendre. Il demande aux initiateurs de la grève d'accepter la main tendue du gouvernement. Les étudiants en troisième année agroalimentaire et entrepreneuriat de l'UCAO au laboratoire central vétérinaire de diagnostic de Conakry, depuis quelques jours, ils sont à la direction nationale des services vétérinaires pour mettre en pratique la théorie apprise en chimie alimentaire. Ablessa Diallo, Yacouba Traoré. Ces étudiants en agroalimentaire de l'UCAO en pleine pratique. Depuis une semaine, ils sont dans ce laboratoire de chimie alimentaire. Depuis déjà un mois, nous avons suivi les cours théoriques avec les étudiants. Pour achever les cours théoriques, nous les amenons dans le laboratoire pour savoir comment ils peuvent faire le contrôle des qualités des produits alimentaires. Dans ce laboratoire, c'est M. Abba qui s'occupe de l'hygiène alimentaire. C'est aussi lui qui donne les cours pratiques aux étudiants. Le processus consiste à titrer une certaine quantité de lait avec une solution alcaline, notamment la soude à 0,1 normale, et jusqu'au virage au rose, parce qu'on ajoute un indicateur coloré qui est la phénylphthaléine. Quand le point équivalent est atteint, cette coloration apparaît et nous indique pour dire que le point équivalent est atteint, c'est-à-dire le pH 7 est atteint. Aujourd'hui, les étudiants font une expérience sur le lait, mais avant d'autres exercices avaient été réalisés. Bon, nous avons travaillé sur la viande de poulet, nous avons travaillé sur la viande bovine, nous sommes en train maintenant de travailler sur du lait. Pour les étudiants, les acquis sont énormes et l'expérience se renforce séance après séance. Nous avons fait déterminer les quantités nutritives qui se trouvent dans les aliments, à savoir dans les protéines, l'acide ornique dans le lait et aussi les glucides. Nous sommes là pour la réalisation des analyses physico-chimiques. Oui, ça nous permet de connaître réellement ce qu'il y a dans les aliments, parce qu'on parlait de nutriments, mais à travers ces cours pratiques, nous pouvons toucher du doigt ce qui est caché réellement dedans. Le responsable du département agroalimentaire et entrepreneuriat de l'UCAO est satisfait de ce partenariat avec la Direction nationale des services vétérinaires. Conformément au programme établi dans le cadre des travaux pratiques, les étudiants arrivent à réaliser tous les éléments et ils trouvent sur place les dispositifs techniques qu'il faut. La direction des services vétérinaires, de son côté, rassure de la qualité de la formation des étudiants. Tous ceux qui viennent ici, ils apprennent d'abord c'est quoi la norme, ils ont 17,25, comment elle fonctionne, comment elle s'applique. La semaine prochaine, ces étudiants de l'UCAO vont entamer une autre phase de leur formation pratique, celle de la microbiologie alimentaire. Comme annoncé au sommaire de ce journal, le talent est un don, le façonner est tout autre. Espace TV est une télé de découverte. Dans ce reportage grand format, Alceni Bari et Kernosa Douba vous amènent à la rencontre de Sabou Étoile. Cette structure, à travers la peinture, le dulia modèle, la peau de chèvre et les vitres, s'illustre pour façonner les images et des personnalités. Suivez. Adafo Media. Le directeur général d'Espace TV reçoit un tableau, signe d'encouragement pour le travail effectué par son organe. Un tableau modélé par le groupe Sabou Étoile. J'ai deux impressions. La première, c'est de savoir que ce que nous faisons ici à la télé, au-delà des appels que nous recevons souvent, il y a des gens qui sont cachés, qui nous regardent et qui apprécient ce que nous faisons. Et qui vont jusqu'à faire un témoignage éloquent, comme celui que Sabou Étoile vient de faire à l'endroit de notre directeur général.
Nous décidons d'aller à leur rencontre à Koronti, un atelier banalisé dans ce quartier précaire de Kaloum. Un tour à l'intérieur, Macky Sall, Sékou Touré, Mohamed Diani sont représentés. Tout commence ici. Une photo, un stylo noir, la feuille blanche. Le script peut démarrer avec la photo de Tamba. La première étape, c'est le plus difficile. Je regarde la photo, je dessine la personne, maîtriser tous les paramètres d'abord avant de rentrer au labo. Dans la seconde pièce, le labo. La lampe Twitter pour gratter la peau de chèvre ou la vitre, la peinture pour faire briller, le diluant pour l'éclat. Le reste, c'est le talent qui façonne. La première étape, c'était le plus dur. Parce qu'une fois arrivé au labo, je n'ai pas dit les autres, mais nous, arrivés là-bas, on n'a pas le temps. C'est-à-dire, on sort là-bas 100%. Parce que le plus difficile, c'est la première étape. Il y a beaucoup de dizaines, mais nous faisons des trucs que les autres ne font pas. C'est-à-dire, on peut dire l'idée est venue du bon Dieu. Mais pas nous, c'est plus fort que nous-mêmes. Le maître, c'est lui. Plus de 10 ans d'expérience. Pourtant, il ne l'a pas appris. C'est un don qu'il transmet à ses apprentis. Il en a déjà formé plus de 8. Personne m'a appris, j'ai appris ça par moi-même. Je l'ai créé à ma manière. Je me suis dit, beaucoup de gens font les dessins en peintre là. Je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose qui est différent des autres. Parce que les tableaux en peintre, tout le monde le voit. J'ai essayé de faire quelque chose qui est différent. Les difficultés dans cette décoration sont légion. Les équipements, la faible clientèle et le manque d'accompagnement des autorités. Les difficultés que nous avons, de fait que les gens ne montrent pas réellement que c'est les Guinéens qui le font. Plus pas, quand ils viennent acheter, ils montrent aux gens qu'ils ont fait ça ailleurs. Il y a certains matériels qu'on trouve presque en Guinée ici. Il y a d'autres aussi, ce n'est pas facile de tout. Donc on est obligé au moins de le commander au moins à Dubaï. Son ambition est de pouvoir exporter son art hors de la Guinée. La structure non gouvernementale dénommée Convergence démocratique de Guinée présente l'album La reconnaissance de l'artiste Doudou Béni. Le concert aura lieu le 1er février 2020 au Palais du Peuple. L'événement sera centré sur la paix et l'unité nationale. Compte rendu, Mamadou Kalisso, Abokorea Kourma. Le nouvel album de Doudou Béni est intitulé Reconnaissance. Une œuvre musicale qui met en exergue les différentes réalisations du régime Condé entre 2010 et maintenant. D'entrée de jeu, l'artiste précise: son album n'a pas pour vocation de soutenir un projet de nouvelle constitution ou de troisième mandat pour le président Alpha Condé. Il ne faut pas que quand moi je fais un événement, on dit troisième mandat, 1000 mandats, la nouvelle constitution, les trucs. C'est pas ça. Ces artistes-là, c'est même pas lié à ça. Moi, je suis là pour sauver le pays et sauver le président de la République de tout ce qu'il est en train de faire. Puisque quand le président veut faire quelque chose pour la nation, tu l'embrouilles. Quelqu'un vient, ce que tu dis là, c'est pas vrai. Et toi-même qui es près de lui, tu dis c'est pas vrai, il a embrouillé. Quand il a embrouillé, le pays a embrouillé. L'événement sera mis à profit pour inviter les Guinéens à la paix et l'unité nationale. Je suis responsable. Pourquoi j'ai en train de dire la paix? Quand il y a problème, où mes enfants vont partir. Aujourd'hui, on parle de professeur Alpha Condé. Il est entouré par les ministres. Et quel qu'en soit le problème, quand tu prends 50 ministres, il y a quand même 2 qui vont l'aimer, les autres là, non. Les conférenciers ont également interpellé les autorités sur les différentes tueries enregistrées lors des manifestations politiques. Ils réclament justice pour les victimes. Mais quand on dit Bessenwaningea en Konyanké, en prélude, c'est la justice. S'il y a trop de frustration, c'est la justice. J'ai commencé par ça et j'ai développé les autres côtés parce que quand il y a la frustration, ça amène beaucoup de choses. Doudou Béni s'est également exprimé sur les déboires judiciaires de l'artiste reggaeman Eli Kamano qui s'est récemment lancé en politique. Eli, c'est un leader politique, c'est un président de la République. Il veut avoir le pouvoir.
la souffrance que les autres ont eu, Alpha Condé a eu, et les autres, comme Nelson Mandela, il va avoir les mêmes souffrances. C'est pourquoi aujourd'hui, quand il y a ces souffrances, il ne faut pas que les gens tiennent compte de tout ce qui se passe. C'est un artiste, il s'est lancé dans la politique, il a choisi, c'est son vœu. Doudou Béni donne rendez-vous au public le 1er février au Palais du Peuple pour un concert 100% paix et unité nationale. La revue de presse dans cette édition, les médias guinéens en ligne traitent largement le décret portant sur le début et la fermeture des campagnes au compte des élections législatives. Le procès des enseignants membres du SLEG a été renvoyé le 21 janvier, malgré l'appel de leurs avocats pour leur libération pure et simple. On voit tout cela avec Djibril Ba. Djibril, bonsoir. Bonsoir Mamadou Boyi, bonsoir à tous. Campagne des élections législatives, ce sera du 16 janvier au 14 février 2020. Voilà comme en titre guinématin.com, le décret est une manière pour le chef de l'État actuel de la Guinée de dire qu'il reste sourd aux multiples appels des Guinéens et partenaires de renoncer à des élections contestées d'avance et surtout à sa volonté de changer coûte que coûte la constitution de notre pays dans l'unique but de se maintenir à la tête du pays, a écrit le quotidien. Ce décret prouve que le chef de l'État veut s'éterniser au pouvoir par la dictature, attaque Sékou Yaya Bari entre les lignes de mosaïqueguinée.com. Selon lui, l'opposition plurielle usera de tous les moyens légaux pour empêcher la tenue de toute élection jugée irrégulière et non conforme aux principes démocratiques. Chez notre confrère, Dr Faya Milimono se confie et présume que par cet acte, le président de la République est en train de jouer sa dernière carte, bien sûr. Il indique aussi que le locataire de Sékou Touréa n'est pas loin de partir du pouvoir de la même manière que Blaise Compaoré et Omar El-Béchir. Dans les colonnes de l'AGPguinée.com, le président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel confirme, en dépit de l'obstination de l'opposition à ne pas participer aux législatives des négociations entreprises par Cellou Dalein, Diallo et compagnie, il avait été demandé aux opposants de matérialiser leur démarche par écrit. Ils ne l'ont pas fait et les négociations, malgré le décret du jeudi, continuent. Dalein dément cette affirmation avec visionguinée.info. Le président de l'UFDG assure que son parti ne mène aucune négociation avec le pouvoir pour un éventuel retour dans le processus électoral. AGPguinée.com, au même moment, nous avertit que l'opération d'affichage et de collection des listes électorales provisoires et la mise en place des bureaux de vote ont effectivement démarré en Guinée pour l'organisation du scrutin du 16 février 2020. C'est une opération importante pour la fiabilité du fichier électoral et une façon de rassurer non seulement les partis impliqués dans le processus, mais aussi les électeurs du bon enregistrement de leurs adresses dans la base de données du site central de la CENI avant le jour du scrutin, a indiqué la directrice du fichier électoral, Zénab Touré. Crise politique, les autorités guinéennes ont perdu toute leur humanité, selon Ousmane Gawal Diallo, dans l'article du site d'enquête et d'investigation inquisiteur.net. Le responsable de la cellule de communication de l'UFDG précise que ce combat n'est pas celui d'une ethnie ou d'un parti, il est républicain. Nous devons le poursuivre pour renforcer l'État démocratique dans notre pays et réinventer le vivre ensemble qui est malmené depuis 10 ans. Restons avec inquisiteur.net qui titre « Violence policière, Ansoumane Bafoué condamne et annonce la mise en place d'une commission d'enquête ». Il invite solennellement les responsables à tous les niveaux de veiller au comportement des hommes sur le terrain. Des enseignants grévistes poursuivis en justice. C'est un procès de la honte, s'insurge Maître Salif Béavogui sur visionguinée.info. Une douzaine d'enseignants, membres du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, sont poursuivis pour des faits, des menaces, des injures publiques, participation non autorisée à un attroupement et usurpation. Les réquisitions et les plaidoiries sont attendues ce vendredi, mais auparavant, le tribunal a rejeté la demande de mise en liberté des prévenus formulée par leurs avocats.
ordonnant le retour des syndicalistes en prison. Une décision qui a provoqué la colère de Maître Salif Biavogui, l'un des avocats de la défense, lit-on sur guinématin.com. Voilà, grand merci à Djibril Ba pour cette revue de presse. On va clôturer donc ce journal avec cet élément venant du Mali. Le président de l'Union pour la République et la démocratie note que 2019, qui s'achève, aura été une année particulièrement difficile et meurtrière, avec de nombreuses victimes civiles, militaires maliennes, africaines et étrangères. Formulant ses vœux de changement, il s'inquiète déjà pour 2020. L'année 2020, à l'instar de 2019, débute sous une note macabre. Déjà plusieurs morts, dit-il. C'était à l'occasion de la présentation de vœux des militants du parti. Le chef de file de l'opposition malienne a profité du cadre pour donner d'amples informations sur l'actualité du pays. Reportage de notre correspondant basé à Bamako, Brahima Sobogoba. Cette traditionnelle communion avec les militants du parti offre l'occasion au chef de file de l'opposition de partager ses analyses sur l'actualité du pays. L'honorable Soumaïla Cissé note que l'année 2019 qui s'achève aura été très particulièrement difficile et meurtrière, avec de nombreuses victimes civiles et militaires. L'année 2019 aura été aussi une année éprouvante pour notre peuple, confronté à de nombreuses formes d'insécurité, de précarité, de mauvaise gouvernance et surtout de déficit d'État. Conscients des défis, les autorités ont entrepris certaines mesures pour lutter contre l'insécurité, mais ces mesures ne rassurent pas l'honorable Soumaïla Cissé. L'année 2020, à l'instar de 2019, débute elle aussi sous une note macabre. Déjà plusieurs morts civiles et militaires, c'est inquiétant, dit-il. Entamons cette nouvelle année dans un contexte marqué encore par les violences de masse qui s'installent hélas durablement sur la majeure partie du territoire national, entraînant la désolation, les déplacements de population, le dénouement et le désespoir pour des milliers et des millions de nos compatriotes. C'est parce que l'armée est victime comme les autres corps de la société de l'insouciance et de la gabegie du régime. Le dialogue national inclusif a été au centre des débats. Pour le chef de file de l'opposition, bien que ce dialogue soit qualifié de rechute, le climat social ne cesse de se détériorer avec les grèves à répétition dans l'éducation et la santé. Le bureau exécutif national analysera très vite la situation et prendra les décisions idoines dans l'intérêt du Mali, ajoute-t-il. Tous ces jeunes enfants de 8 ans, de 10 ans, de 7 ans qui réclament le droit à l'éducation, le droit à aller à l'école. En plus, aucune accalmie n'est perceptible sur le plan sécuritaire. Pour un dialogue réussi, je ne suis pas sûr que ce soit des bons indicateurs. Pour les prochaines législatives, le président de l'URD invite les militants à s'investir. Voilà, merci aux téléspectateurs qui nous suivent partout à travers le monde et particulièrement au Mali. C'est la fin donc de cette édition. Merci de l'attention. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres infos au compte du 22h. Bonsoir chez vous.